Est-ce la légendaire douceur du climat? Loin du tumulte du quartier latin, la Touraine a elle aussi connu son mai 68. Pas de barricades, pas de pavés, pas de violence ou si peu, mais des soubresauts de l'histoire sociale qui ont durablement marqué les esprits. Avant, on était engoncés dans la société, et le lendemain, on veut vivre, quoi. Si j'avais un bilan à faire, je souhaiterais qu'il revienne vite aujourd'hui, sincèrement. On ne voulait pas prendre forcément le pouvoir, on en était incapable, bien sûr. Hein. La preuve, les événements suivants le montrent. On sentait un élan, une possibilité, un avenir autre. Préavis de grève, grève PTT, avril, mai, juin. À Tours, aux archives départementales, archivistes et historiens ont patiemment collecté, trié, indexé et analysé les multiples documents d'époque. Photos, articles de presse, tracts ou pièces administratives, autant de traces permettant de reconstituer les événements tels qu'ils se sont déroulés en Touraine. Pourquoi un nouveau projet de la fac des lettres? Jean Royer, député maire, nous donne son opinion. En ce début de printemps 68, la pression monte dans la jeune université de Tours. Au malaise de la jeunesse qui étouffe dans une société corsetée s'ajoutent des conditions rendant les études difficiles. C'est des conditions matérielles qui sont jugées insuffisantes. Le nombre d'enseignants, puis il y a les locaux. La faculté de lettres, par exemple, se trouve dans le bâtiment absolument plus adapté aux exigences d'à peu près 3000 étudiants qui se trouvent dans ce bâtiment. Puis, il y a aussi déjà la question de l'accès à l'université qu'on considère qu'il est réservé aux enfants des élites. L'université me paraissait premièrement antidémocratique totalement et former des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est la démocratie dans leur pratique depuis l'enfance. Il n'y avait pas de mixité, c'était soit je n'étais toi, quoi. Vous savez, l'affiche bien connue. C'était exactement ça. Il y avait la religion importante. C'était oppressant, tout ça, vraiment. Hein, la morale, non, on en avait marre, hein, vraiment ras-le-bol. On voulait casser ça. On ne voulait pas prendre forcément le pouvoir, on en était incapable, bien sûr. Hein. La preuve, les événements suivants le montrent. Mais on voulait au moins un peu plus de liberté. Hein. Mi-mars, les étudiants de sociologie se révoltent et réclament la création d'une licence sur place. On raconte que la révolte tourangelle serait le véritable déclencheur de l'occupation du site de Nanterre. Alors, légende ou réalité? C'est un mythe. L'ensemble, le mouvement de mai 68, ça vient quand même de Nanterre. Nanterre va déclencher ce mouvement et ensuite atteindre toutes les universités en France. Ce qui mettra véritablement le feu aux poudres à Tours, c'est l'arrêt du projet de construction d'un nouveau site pour la faculté de lettres en bordure de Loire. Coup de théâtre, le 6 mai, Jean Royer décide d'annuler le projet en cours par l'architecte Albert, qui a d'ailleurs réalisé la faculté de Jussieu. Il trouve que ce projet est vraiment trop hideux et c'est annulé en conseil municipal le 8 mai 1968. Le lendemain, en signe de désapprobation, le doyen Jacques Roger annonce publiquement sa démission. Et à ce moment-là, les étudiants, les enseignants décident de manifester. Et à ces slogans pour la construction d'une université se rajoute halte aux violences policières suite aux événements parisiens du 3 mai. Soudain, la mayonnaise a pris. Je suis revenu le mardi 7 mai à la gare de Tours, là. J'ai posé mon sac. Je suis reparti tout de suite sans manger à 11h30, midi à la fac pour savoir ce qui se passait. Et là, on m'a dit, viens, on va mettre le bazar dans le cours d'un prof de philo réac qui ne veut pas cesser ses cours. Viens. Trotskistes, maoïstes ou libertaires, les étudiants contestataires militent dans des courants différents. Mais leur quartier général est le même pour tous. Le Continental, un café du centre-ville. Le Conti, ce bar dans lequel nous sommes, là, à l'étage, ce Conti était un peu le lieu de rencontres et de retrouvailles de gens de gauche, entre guillemets. C'était très large, une gauche très très large. Hein. Ça allait du PSU jusqu'à des ML, c'est-à-dire les marxistes-léninistes qui étaient les pro-chinois de l'époque. Hein. Il y avait une salle où les gens jouaient aux cartes dans la journée, on louait la salle pour faire des réunions de... C'était un soir les trotskistes, le lendemain les maoïstes. Très vite, un leader émerge chez les étudiants tourangeaux.
Gutmann, hein? Gutmann qui est donc maoïste et qui, donc aussi par un marxisme plutôt stalinien quand on était maoïste, hein, mais qui avait des capacités oratoires très développées, ce qui lui a fait qu'il dominait dans les assemblées générales à l'université. Après un passage quelques années plus tôt par les instances du Parti communiste, la ligne dure qu'il défendait alors l'avait pourtant tenu à l'écart des premiers soubresauts étudiants. Tout ça, c'est des petits bourgeois qui s'agitent, et laissons les petits bourgeois s'agiter. Et pendant plusieurs semaines, nous avons été totalement hors du coup. Hors du coup. Et c'est quand le mouvement a pris de l'ampleur, et puis y compris socialement, que à la fois on s'est rendu compte de l'ampleur du mouvement, que d'une part ça n'était pas uniquement un mouvement de petits bourgeois, et à un moment donné, après, on me propulse en me demandant d'intervenir. À partir de ce moment-là, me voilà en mission. L'agitation n'est pas l'apanage des étudiants. Dans les entreprises aussi règne une certaine fébrilité, avec des revendications tout autres. Pour conserver les précieux témoignages des luttes sociales, la CGT a créé son propre centre de recherche, l'Institut d'histoire sociale. Et pour ces chercheurs, les événements de 68 constituent une vraie mine d'or. On sent la montée des luttes qui a besoin de s'exprimer de manière plus forte. 68 n'est pas arrivé là tout seul. On faisait référence tout à l'heure en regardant les Touraines syndicalistes que l'année 67 avait été très riche. D'ailleurs, les statistiques du ministère du Travail montrent qu'il y a eu plus d'heures de grève en 67 qu'il y en a eu en 68. Le malaise couvait déjà depuis longtemps dans les entreprises. Et l'interdiction de manifester à la date symbolique du 1er mai pour raison de sécurité n'arrange rien. Pire, la toute-puissante CGT brave l'interdit et lance un appel. On décide de franchir les murs et de manifester dans les rues de Tours. Ce qui était juste parce que derrière, il y avait une foule de manifestants et au-delà du camp CGT, je peux dire. Ça a été très large. Devant la foule, ils sont obligés de céder, quoi. Un succès qui allait préfigurer l'énorme mouvement du 13 mai où on a compté jusqu'à 10 000 manifestants dans les rues de Tours. Déjà, les 2 semaines précédentes avaient été émaillées de manifestations étudiantes. Salariés du privé et du secteur public défilent désormais aux côtés des étudiants pour dénoncer la répression de la police quelques jours plus tôt dans la capitale. Il s'agit de la plus grande manifestation à Tours depuis la Libération. C'est donc à partir de cette date-là que les syndicats entrent en scène ici en Touraine comme ailleurs. Il y a eu également des manifestations et des défilés à Amboise, à Chinon, à Loches. On sentait un élan, une possibilité, un avenir autre. Avec cette grève de 24 heures et cette grosse mobilisation, le 13 mai constitue le véritable coup d'envoi du grand mouvement social qui allait agiter la France pendant plus d'1 mois. Dès le 13 mai au soir, il y avait des assemblées générales dans les entreprises où les salariés posaient la question de la reconduction du mouvement. Et c'est parti. Le lendemain, ça discute beaucoup. Et on commence à entendre que des entreprises sont en grève et occupent leurs usines. On réunit l'intersyndicale et on décide de rassembler le personnel en fin de matinée pour prendre la décision qui s'impose, à notre avis, de la grève générale. Et donc on procède par un vote à bulletin secret et c'est une grande majorité qui se prononce pour la grève. Dans la plupart des entreprises, les événements s'accélèrent. Après vont s'enchaîner la grève qui va débuter le 18 mai par la SNCF et ensuite qui va s'accélérer à partir du 20 mai. C'était avant le temps des réseaux sociaux et de la vidéo grand public. Jean Burman est alors jeune électricien. Il se passionne pour le cinéma et devient presque par hasard un témoin privilégié des événements de la rue. Je l'avais acheté chez un commerçant du boulevard Thiers, le studio Pierre. Et j'ai vu ses conseils, j'ai vu son matériel, mais c'était tout à fait le début. Et vous servait à quoi cette caméra au départ? Ah ben, je l'avais acheté pour les vacances.
uniquement pour les vacances. J'imaginais pas qu'un jour je ferais l'historien. Je me suis dit, tiens, ben, je vais y aller voir. Et j'ai emmené la caméra avec moi. Mais je n'avais même pas... tout était improvisé. Ça, c'est la population de Tours, en fait. Ils se sont retrouvés mélangés, avec des problèmes différents, mais ils se sont retrouvés tous ensemble. Très vite, les lycéens entrent eux aussi dans la danse. À partir de la mi-mai, ont été mis en place les comités d'action lycéens. Ils participaient aux manifestations, on les voit avec une sorte de chapeaux en papier sur lesquels il y a les inscriptions CAL et Solidarité lycéens travailleurs. C'était surtout un lycée à Tours qui était le foyer de la contestation sur Paul-Louis Courier. Et à partir de Paul-Louis Courier, ce mouvement s'est répandu et a atteint, on peut dire, tous les lycées publics de Tours. Ça chauffait, oui. Mais bon, moi, perso, je ne pouvais pas me mêler à tout ça. Pourquoi ? Parce que ma mère était enseignante et directrice d'une école et mon père était gendarme. Il n'aurait pas fallu que je sois dans une manifestation. Alors comment vous faisiez? Vous regardiez les gens avec un peu d'envie Ah bah oui, j'y serais bien allée, oui, parce que c'était motivant, hein, c'était excitant aussi. Hein. C'était vraiment la ruche, hein. On occupait le lycée, c'était la rue, c'est génial quand même d'occuper un lieu de travail ou un lieu d'études et puis d'en faire complètement autre chose, c'est quand même fantastique, quoi. Et donc les salles de cours, c'était des salles, bon, on les avait décorées, donc moi c'était la salle d'information générale, donc on écoutait la radio, on lisait les journaux longueur de journée, ce qu'on ne faisait pas avant, et puis on traduisait tout ça pour l'Assemblée générale le soir. Pour moi c'est une explosion, c'est le Big Bang, c'est celui qui me permet de passer d'une période, je dirais près mes 18 ans, une adolescence, un certain monde aussi. Pour moi, c'est l'ouverture sur un autre monde. Dans les entreprises, les motivations sont différentes. Mais le mouvement s'étend et partout ou presque la grève est votée. À MAM, la grève est suivie à 100%. Michelin a joué les tours. Et c'est un cas très intéressant car là, vous avez véritablement des grévistes contre les non-grévistes, avec des scènes même relativement violentes qui n'ont pas encore été tout à fait étudiées, ce qui fait que les non-grévistes finalement imposent la reprise du travail après 3 ou 4 jours de grève. Donc ensuite, nous avons SKF. Pour SKF, la grève est assez bien suivie. On s'est réunis sur le terre-plein central, à l'entrée de l'usine, en dessous du grand saule pleureur, d'abord, qu'il y avait là à cette époque-là. Et on a décidé, à main levée, sous les acclamations, tout le monde a décidé de participer à la grève et d'occuper l'usine. Dans les entreprises, on s'organise. Aucune violence, mais des piquets de grève très efficaces. Il fallait aller devant les entreprises. Et c'est le rôle justement des rassemblements syndicaux, où il y a une photo justement très célèbre, où on voit le rassemblement devant les usines Schmitt, qui se trouvait rue du Général Renault, avec le syndicaliste qui parle et les ouvriers avec leurs bérets rassemblés. On a l'impression même qu'on est un peu en juin 1936. Donc, parce qu'il fallait motiver quand même les gens pour continuer à faire grève. On allait beaucoup dans les ateliers pour rencontrer les travailleurs. Et donc, ça créait une ambiance. Et on avait aussi, bon, sans doute, l'expérience du passé qui faisait que chez Cadour, on était combatifs, quoi. À SKF aussi, il y avait le directeur avait le droit de rentrer, mais sous surveillance des ouvriers. C'était un petit peu la revanche de l'ouvrier. Il fallait que le directeur demande la permission de pouvoir rentrer dans son entreprise. Il n'y avait pas besoin de prendre des pavés, parce que de toute façon, les gendarmes, les flics, ils étaient occupés tellement ailleurs que nous, on pouvait tranquillement faire ce qu'on voulait, en particulier dans l'entreprise. Hein, il n'y avait pas de problème. On savait bien qu'ils ne pouvaient pas venir. Hein. On était les maîtres chez nous, quoi. Dans les usines, la grève s'installe. Et puis, entre grévistes et population, on redécouvre même la solidarité. Il y avait aussi des cultivateurs qui venaient nous aider aussi. Et il y avait des quêtes qui étaient faites. On avait installé des tournées de pommes de terre pour aller ramasser les pommes de terre dans les fermes.
Enfin, bon, les salariés ne sont pas morts de faim. Poste, EDF, chemin de fer. Dans le public aussi, le blocage est total. Gérard, le cheminot, est chargé de tenir un transformateur électrique à Amboise. Quand le signal de la grève a été donné, nous, on a fermé la sous-station et on a occupé les lieux, puis personne ne pouvait entrer dans la sous-station. Alors on n'alimentait plus les caténaires, plus rien, tout était à l'arrêt. Enfin, dans le bâtiment, 24 heures sur 24, on occupait les lieux, quoi. On était à deux pour le faire. L'une des originalités des événements de ce printemps 68, c'est la présence très active des femmes. Longtemps restées dans l'ombre d'une société où l'homme est tout-puissant, elles se mettent elles aussi à revendiquer leur place. Daniel, alors délégué syndical chez Protex à Château-Renaud, en a souvent fait les frais. C'est vrai que j'étais presque une avant-gardiste dans ce milieu rural. Et je vous avoue que je ne me suis pas fait bien voir du tout. Hein. J'étais la meneuse, j'étais mal vue, hein, y compris dans ma famille, où j'ai reçu des invectives difficiles. Mais je n'ai jamais baissé les bras, car j'étais convaincue que les femmes avaient leur place comme les autres. On se battait pour les plannings familiales, pour l'avortement, on se battait pour tout ça. Je pense que 68 a été pour beaucoup, notamment des femmes, mais aussi dans le milieu rural, où ça les a réveillées. Dans les manifestations, étudiants et ouvriers au coude à coude. Deux mondes pourtant si différents, avec chacun ses revendications propres, mais avec une même envie d'en découdre avec le pouvoir. Je me suis senti beaucoup plus à l'aise quand les ouvriers sont entrés dans le mouvement. Parce que d'une part, là, c'était pour moi un milieu connu, sans idéaliser, mais il me paraissait, je dirais, extraordinaire, presque inespéré qu'il y ait entre ces étudiants et les ouvriers, qu'il y ait une convergence de lutte. On était vraiment comme des petits enfants de cœur, on souhaitait servir la classe ouvrière. On voulait les écouter et ayant eu la chance de faire des études, on voulait les aider pour les libérer de ce qu'on appelait l'oppression gaulliste, l'oppression capitaliste, l'oppression impérialiste, etc. Mais on était très mal reçus parce que les appareils politiques traditionnels, surtout le PC, hein, ne voulaient pas qu'on marche sur ces plates-bandes et disaient qu'on serait plus tard les exploitants des ouvriers, donc ils nous mettaient de côté. Hein. J'avais toujours l'impression d'un petit peu de méfiance au niveau surtout des ouvriers qui ne vont pas se faire embarquer quand ils voyaient tous les slogans de 68. Il fallait qu'ils retournent au boulot le lendemain. Ils savaient qu'après la grève, il fallait qu'ils pointent. Hein. Pour ce qui est des occupations de locaux, la jeunesse n'est pas en reste. Jean Despons, l'étudiant en histoire, a noté ses moindres gestes dans de précieux petits carnets. Le vendredi 17 mai, je vois, piquet de grève, prise de la fac. C'est comme la prise de la Bastille, couché à la fac. Les étudiants décident d'occuper la fac, donc toujours ce bâtiment de la Grandière, là, qui est place du 14 juillet à Tours, et surtout aussi, ils accrochent un drapeau rouge. Et ils rebaptisent la place, qui s'appelle place du 14 juillet, place du 13 mai 1968. Il y avait une théâtralisation de l'occupation très forte, un petit peu comme à la Sorbonne. D'un point de vue symbolique, c'était essentiel. C'était essentiel qu'à partir du moment où on disait non à l'université bourgeoise, on occupait les lieux de l'université, on y travaillait, on préparait l'université de demain. À colomber les deux églises, le brouillard se lève doucement. Ici, à 250 km de Paris, on n'a pas du tout l'impression de vivre en état de crise. Il y a du sucre chez l'épicier, de l'essence chez le pompiste. Le département compte jusqu'à 50 000 grévistes. À Tours comme à Paris, entreprises occupées, éboueurs en grève, transports bloqués, c'est toute la société qui semble à l'arrêt. Alors forcément, la vie quotidienne devient un peu plus difficile. Et il y a un pompiste du côté du sanitaire qui vendait plus que 10 euros, 10 euros. C'était pas beaucoup. C'est-à-dire que l'essence était rationnée, donc? Oui, en avoir assez pour la fin. Il ne savait pas combien de temps ça durait. On n'avait droit qu'à un certain quota et simplement les médecins, enfin les services prioritaires avaient le droit de prendre de l'essence. Mais apparemment, dans les magasins, le ravitaillement était quand même bien assuré. Enfin, il n'y a pas eu de crise de panique.
Les manifestations se succèdent pendant qu'à Paris, durant tout le week-end du 25 et 26 mai, gouvernement et syndicats négocient d'arrache-pied. Au matin du 27 mai, à Tours également, les avancées sont jugées insuffisantes. On a eu des discussions avec la direction après le protocole de Grenelle, et la direction, elle bloquait à 10%. Augmentation de salaire, 10%. Donc il a fallu encore lutter. Reprise de la lutte donc, et nouvelle manifestation. Le général de Gaulle reprend finalement la main et prononce son fameux discours du 30 mai avec une annonce surprise. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Tout le monde s'attendait à ce que de Gaulle démissionne. Quand on a entendu ce discours de combat, parce que c'était un discours de combat, ça prouve qu'on est véritablement dans un grand reflux. Dès le 30 mai, on a compris qu'on était fichus. Hein. Je me souviens, il y a eu une soirée de désespoir un peu. C'est le soir où on s'est saoulé, là, le 30 mai, après que De Gaulle ait parlé. On a vu qu'il ne partait pas, que tout le pouvoir de l'État, les flics, la justice, tout ça, ça resterait, l'armée, ça resterait. Et on avait compris que non, la récréation était terminée, là, De Gaulle sonnait la fin de la partie, et qu'on avait intérêt à faire mourir le mouvement, laisser mourir le mouvement. Et le lendemain, dans mon carnet, je l'ai noté, on s'ennuie. J'ai noté rien, on s'ennuie même, j'ai marqué. On savait que c'était fini. Galvanisés par les propos du général et par la démonstration de force du 30 mai dans les rues de la capitale, les gaullistes tourangeaux organisent leur propre manifestation de soutien, quelques jours plus tard. Malgré tous les efforts qui ont été faits, il n'y a qu'à peu près 2000 personnes qui se rassemblent donc devant l'hôtel de ville. Ça commence par une allocution de Jean Royer, et à l'issue de ce rassemblement, les étudiants donc gaullistes et un groupe de l'extrême droite décident de prendre le boulevard Heurteloup et d'aller jusqu'à la fac de Lettres, la Grandière, place du 14 juillet, et en fait d'aller à l'assaut de cette fac occupée. On était en train de prendre un pot au Conti, et puis on voit arriver des drapeaux bleu, blanc, rouge, tout plein. On se dit, quoi, les fachos, qu'est-ce qui se passe? Alors, en effet, ils arrivaient là, des voitures de toute la Touraine apparemment, avec des drapeaux, et puis, je sais pas, ils criaient « Vive de Gaulle », enfin... Alors, on s'est levé spontanément, des gars, des filles, et puis on s'est mis à crier, contre eux, hein, bien sûr. Hein. Les flics se sont mis entre les deux groupes, et puis les jeunes manifestants, voyant qu'ils ne pourraient pas nous repousser, puis les flics, de toute façon, faisaient un barrage utile, hein, se sont mis tout d'un coup à courir avec leurs drapeaux pour aller prendre la Grandière, qui était occupée encore par quelques camarades. Alors, on a couru derrière eux, boulevard Béranger, ils ont pris la rue de la Grandière, on a remonté plus vite qu'eux, et on est arrivé face à face devant la porte de la Grandière. Échange d'invectives et de projectiles. Les assaillants parviennent même à décrocher le fameux drapeau rouge si symbolique. Ils pénètrent au rez-de-chaussée, ils prennent des documents, ils font un petit feu de joie avec les documents, ils attaquent un petit peu les étudiants, et finalement ils sont délogés par la police à 20h. Et donc la fac est évacuée par les étudiants qui l'occupaient. Et en fait, c'est la fin de l'épisode violent du mai 68 tourangeau. Dans les entreprises comme chez les étudiants, le mouvement s'essouffle peu à peu. Ça s'est désagrégé lentement. Chacun a rejoint son bercail. On était un peu vide. Les lampions s'éteignaient, la fête était finie. On a mis le courant sur la caténaire à la reprise, et puis voilà. Là, au début, on ne voyait pas de train passer. Tous les rails étaient rouillés. Il a fallu passer les tramoleurs pour que les circuits de voie puissent faire leur effet, et puis voilà. Alors, c'est eu du mal à se remettre en route quand même. Les Cadoux, eux, reprennent en fanfare. Ce sont les derniers salariés de Touraine à renouer avec le travail. Nous sommes le 24 juin 1968. Le matin même, tout le monde attendait devant la porte de l'usine, personne ne rentrait, et il y a quelques camarades qui ont lancé le chant, et c'est parti en rentrant. Quel chant? De quel chant il s'agissait? Il y avait la Marseillaise, il y avait tout, hein, l'international. C'était une ambiance familiale, quoi. L'amertume de ne pouvoir aller au bout des rêves existe. Mais pour beaucoup, les bénéfices sont bien réels.
On a obtenu, après le mouvement, la 33 et quelques % d'augmentation. C'était pas du luxe, ça. Avant, on vivait chichement, quand même. Augmentation des salaires, et notamment du SMIC qui bondit de 35%, rapprochement des 40 heures, facilité accordée aux syndicats au sein même des entreprises. Les avancées sont nombreuses. Mais les acquis liés aux événements de 68 consacrent surtout un changement profond de société. La liberté, oui. C'est ça surtout. La liberté de parole, quelque part aussi d'agir. Avant, on était engoncés dans la société, et le lendemain, on veut vivre, quoi. On a l'impression de s'envoler. Du point de vue de l'imaginaire, du point de vue du jeu, de l'invention, etc., je pense qu'on a fait beaucoup. Je pense que la condition de la femme s'est quand même beaucoup améliorée grâce à ça. Donc il y avait des victoires. 68 a été un terreau dans ces milieux ruraux où on n'avait pas l'habitude de militer, de faire des grèves, de faire des mouvements. Il y a eu un exemple et ça a mûri. Je crois aussi que mai 68 nous a sortis de la chape gaulliste. On nous demandait d'être silencieux, on demandait au pays d'être sage, et puis il y avait le maître qu'il fallait écouter. Bon, tout ça, ça a volé en éclats. En revanche, je crois qu'il y a des peurs qui sont revenues très vite, et qu'en particulier avec la fin des 30 Glorieuses, tout d'un coup, on s'est mis peu à peu, de manière insidieuse, puis après ouvertement, à accuser mai 68 et ces deux mots qui n'étaient pas les siens. Au printemps, de quoi rêvais-tu? Et aujourd'hui, que reste-t-il de ces rêves et de ces acquis dans le quotidien des Tourangeaux? Faites que quelque chose change. Moi, à 75 ans, j'ai l'impression que mon combat de 50 ans, mais il reste pratiquement plus rien. Je vois qu'on est en train de mettre tous les services publics en l'air et il faudrait bien recommencer un mouvement comme ça parce que là, tout le service public fout le camp et au profit de qui? Au profit encore des actionnaires et tout ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste pas mal de choses. En tout cas, sur la culture un peu de la lutte, parce que c'était quand même ce qui en ressort le plus du côté du monde du travail, l'esprit de solidarité, de conquête sociale, puisqu'il y a eu des grandes avancées. Par contre, il y a des choses qui restent moins, notamment des grèves avec occupation. Ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas vu. Je n'ai jamais supporté qu'on salisse mai 68 parce que les rêves de mai 68, c'était pas des petits rêves. C'était pas des petits rêves quand même.